Ils ont vendu leur maison pour sauver la famille de leur fils. Mais une nuit, entendue par hasard, a tout changé. Le couple âgé a compris que la suite était un piège et a pris une décision désespérée. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La maison des Harding se dressait sur Willow Lane depuis si longtemps que les voisins les plus récents avaient fini par croire qu'elle avait toujours été là. Une demeure victorienne aux boiseries délicatement sculptées, avec une large véranda qui faisait le tour de la façade et un jardin où, les soirs d'été, l'air se chargeait d'odeurs de menthe et de jasmin. Les volets peints d'un vert pâle grinçaient légèrement quand le vent se levait, et ce son faisait partie de la vie quotidienne, au même titre que le tic-tac discret de l'horloge du salon ou le froissement des feuilles sous les pas d'Evelyn lorsqu'elle traversait le jardin au crépuscule. Pour Walter Harding, cette maison n'était pas seulement un lieu où l'on dormait et où l'on mangeait, c'était une preuve. La preuve tangible qu'une vie pouvait être bâtie lentement, planche après planche, clou après clou, avec patience et obstination. Walter avait acheté la maison jeune homme, à une époque où elle était déjà considérée comme trop grande, trop ancienne, trop coûteuse à entretenir. Mais il avait vu au-delà des fissures et des peintures écaillées. Il avait vu le potentiel, la solidité cachée sous les années, et surtout la promesse d'un foyer. Il avait passé des hivers entiers à réparer les poutres du grenier, à isoler les murs, à changer les cadres de fenêtres dont l'air froid s'infiltrait en silence. Chaque amélioration portait la marque de ses mains, de son savoir-faire, de cette fierté tranquille propre aux hommes qui préfèrent réparer eux-mêmes plutôt que demander de l'aide. La maison était devenue, avec le temps, une extension de lui-même. Et pour Evelyn, elle était un refuge, un monde ordonné où chaque pièce racontait une histoire, où chaque objet avait trouvé sa place au fil des décennies. Evelyn connaissait la maison par cœur. Elle savait exactement quelle marche grinçait dans l'escalier, à quel endroit le soleil entrait le matin dans la cuisine, comment la lumière de l'après-midi caressait les rideaux de la salle à manger. Dans la petite pièce qu'elle avait transformée en atelier de couture, elle passait des nuits entières à assembler des couvertures en patchwork, cousant ensemble des fragments de tissu chargés de souvenirs. C'était sa manière à elle de tenir à distance l'inquiétude qui, parfois, s'installait sans prévenir. Tant que ses mains étaient occupées, son esprit trouvait le repos. Ils avaient élevé leurs 3 enfants dans cette maison. Colin, l'aîné, sérieux et réfléchi, qui avait toujours semblé porter sur ses épaules un sens aigu des responsabilités. Miles, le cadet, impulsif, intrépide, incapable de rester en place, qui avait choisi très tôt une voie exigeante et dangereuse. Et Anna, la plus jeune, sensible et brillante, dont le talent l'avait menée loin, jusqu'à un autre continent. À chaque étape de leur croissance, la maison avait été témoin de leur joie et de leur colère, de leurs rêves et de leurs échecs. Elle avait absorbé leurs rires et leurs larmes, et elle avait continué de se tenir droite, comme si elle veillait sur eux. La première fracture était survenue 10 ans plus tôt, lorsque l'avion transportant Miles n'était jamais revenu de sa mission. Les détails étaient restés flous, les funérailles avaient été fermées, et dans le salon, sur la cheminée, un drapeau militaire soigneusement plié avait pris place à côté de la photographie de leur fils. À partir de ce jour, quelque chose avait changé. Même lorsque le soleil brillait, les pièces semblaient plus lourdes, comme si la lumière elle-même avançait avec précaution. Walter s'était renfermé, parlant peu de sa douleur, tandis qu'Evelyn continuait d'accomplir les gestes du quotidien avec une détermination presque obstinée, comme si la routine pouvait empêcher le chagrin de l'engloutir. Puis Anna avait annoncé qu'elle resterait à l'étranger. Au début, elle appelait chaque semaine, envoyait des lettres et des photos, racontait sa nouvelle vie avec enthousiasme. Mais avec le temps, les appels s'étaient espacés, les messages étaient devenus plus courts, et les promesses de visite s'étaient transformées en vagues. Plus tard. Evelyn n'en parlait jamais à voix haute, mais chaque report laissait en elle une petite entaille supplémentaire. Elle trouvait du réconfort dans le jardin, dans les gestes simples et répétitifs, comme si la terre elle-même pouvait lui offrir une stabilité que le monde semblait lui refuser. Lorsque Walter tomba du toit, tout ce qui restait de fragile dans leur équilibre céda d'un coup. Il n'aurait pas dû monter là-haut à 75 ans, mais son entêtement avait été plus fort que la prudence. Une simple fuite, pensait-il, quelques clous et un peu de mastic, rien qui ne justifie l'intervention d'une équipe coûteuse.
La vieille échelle avait glissé, et la chute avait résonné dans la rue comme un coup de tonnerre. Le voisin était sorti en courant, encore en pantoufles, et Evelyne avait senti son cœur se serrer d'une peur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La fracture de la hanche avait nécessité une opération, puis des semaines de rééducation. Les factures médicales s'étaient accumulées rapidement, atteignant des sommes qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir payer. L'assurance publique n'avait couvert qu'une partie des frais, et leurs complémentaires, qu'ils avaient payés pendant des années, avaient expiré le mois précédent. À un moment où les primes avaient augmenté au-delà de ce qu'ils pouvaient se permettre, Evelyne avait passé des nuits à relire les relevés, à additionner des chiffres qui ne voulaient rien dire, sinon qu'ils se trouvaient désormais au bord d'un précipice financier. Comme si cela ne suffisait pas, Colin avait fini par avouer que son propre monde s'effondrait. Son atelier de menuiserie, autrefois prospère, ne recevait plus de commandes. La récession avait frappé sans pitié, et les lettres de la banque se faisaient de plus en plus pressantes. Lorsqu'il en parla à ses parents, il évitait le regard de son père, la voix chargée de honte et de fatigue. Il parlait de l'école des enfants, de l'angoisse de sa femme, de la peur de perdre la maison. Evelyne comprit alors que le poids de la responsabilité s'était déplacé, silencieusement, vers eux. C'est elle qui osa formuler l'idée que Walter refusait d'envisager. La maison était trop grande, trop coûteuse pour deux personnes vieillissantes, surtout maintenant que les factures médicales menacèrent de les engloutir. La vendre permettrait non seulement de régler leurs dettes, mais aussi de sauver le foyer de Colin. Walter s'opposa avec une vigueur qui surprit même Evelyne. Pour lui, céder la maison revenait à effacer toute une vie, à renoncer à la seule chose qui lui donnait encore un sentiment de continuité. Mais Evelyne, malgré les larmes qu'elle retenait, savait qu'il n'avait plus le luxe de l'orgueil. 2 mois plus tard, les documents étaient signés. Le jour du déménagement resta gravé dans leur mémoire comme une photographie brûlée. Walter démontait son atelier avec une précision presque cérémonielle, rangeant les outils qu'il avait utilisés pendant des décennies. Evelyne emballait la vaisselle, chaque pièce évoquant un souvenir. Lorsqu'elle prit entre ses mains la vieille théière de sa grand-mère, elle s'effondra sur le sol, incapable de retenir sa peine. Leur chien Baxter, un golden retriever âgé, tournait autour d'elle, comprenant seulement que quelque chose d'irréversible se produisait. Ils s'installèrent chez Colin, dans une chambre d'amis prévue pour des séjours temporaires. Leurs affaires furent entassées dans le garage, en attendant. La maison de leur fils était grande, moderne, située dans un quartier aisé, mais Evelyne sentit immédiatement que l'espace ne leur appartenait pas. Chaque pas semblait provisoire, chaque geste observé. Pourtant, elle se raccrochait à l'espoir que ce sacrifice renforcerait leur famille, sans savoir encore que ce n'était que le début d'une épreuve bien plus profonde. Au début, tout semblait presque normal. Après le choc du départ et la fatigue du déménagement, Evelyne et Walter s'efforcèrent de croire que leur présence chez Colin n'était qu'une étape passagère, une parenthèse nécessaire avant de retrouver une forme de stabilité. Lorraine, la femme de leur fils, jouait parfaitement son rôle d'hôtesse attentive. Elle avait organisé un dîner de bienvenue, disposé des fleurs fraîches sur la table et préparé l'un des plats préférés d'Evelyne, comme pour prouver que rien n'avait réellement changé. Les sourires étaient impolis, les paroles choisies avec soin, et chacun faisait semblant d'ignorer la tension diffuse qui flottait déjà dans l'air. Les enfants, en revanche, étaient sincères. Nora, 6 ans, et Ethan, 4 ans, semblaient ravis d'avoir leurs grands-parents sous le même toit. Chaque matin, ils venaient frapper à la porte de la chambre d'amis pour réclamer une histoire ou montrer un jouet cassé que Walter réparait avec patience. Evelyne cuisinait avec eux, découpant des biscuits aux formes maladroites, riant de leurs mains couvertes de farine. Ces moments étaient une bouée de sauvetage. Tant que les enfants riaient, tant qu'ils réclamaient leur présence, Evelyne pouvait croire que leur sacrifice avait un sens. Mais très vite, la maison commença à leur rappeler qu'ils n'étaient pas chez eux. Leur chambre restait encombrée de valises qu'ils n'osaient pas déballer entièrement, comme si s'installer vraiment aurait été une faute. Chaque tentative d'Evelyne pour recréer un coin familier se heurtait à une remarque aimable mais ferme. Un cadre posé sur une étagère était déplacé le lendemain. Un coussin cousu à la main disparaissait sans explication. Rien de suffisamment grave pour provoquer un conflit, mais assez pour rappeler constamment leur statut d'invité temporaire. Les premières critiques prirent la forme de conseils déguisés. Sur la cuisine,
Lorraine faisait des commentaires sur les habitudes alimentaires d'Evelyn, évoquant la mémoire, la santé, l'âge, toujours sur un ton faussement préoccupé. Les conversations téléphoniques se déroulaient souvent à voix basse, mais suffisamment fort pour qu'Evelyn en capte des fragments, comme si on voulait qu'elle entende sans pouvoir répondre. Walter, de son côté, voyait ses outils soigneusement rangés dans des cartons, relégués au fond du garage sous prétexte que les enfants avaient besoin de place pour leur vélo. Colin remarquait ces changements, mais il choisissait le silence. Parfois, il tentait une remarque timide, une objection à peine formulée, mais le regard de Lorraine suffisait à clore toute discussion. Il passait de plus en plus de temps à l'extérieur, travaillant tard ou se réfugiant dans ce qui restait de son atelier, laissant ses parents seuls face à une situation qu'ils n'avaient pas choisie. Evelyn comprit alors que leur fils, malgré sa bonne volonté, n'était plus capable de les protéger. Peu à peu, Evelyn et Walter développèrent une manière de vivre faite d'évitement. Ils apprirent de quels moments de la journée étaient que les plus sûrs pour aller à la cuisine, quelle marche de l'escalier grinçait trop fort, quel sujet de conversation déclenchait l'irritation de Lorraine. Walter passait des heures à la bibliothèque municipale, où il aidait des enfants à construire de petits objets en bois, retrouvant là une dignité que la maison semblait lui refuser. Evelyn s'inscrivit à un atelier de travaux manuels pour personnes âgées, s'accrochant à ses rendez-vous comme à une bouffée d'air. Le premier incident sérieux survint une nuit, environ 3 mois après leur arrivée. Walter se leva pour aller aux toilettes, avançant lentement, toujours méfiant envers sa jambe encore fragile. Dans le couloir, un nouveau tapis avait été installé, choisi pour des raisons esthétiques. Son pied accrocha le bord et la chute fut brutale, accompagnée d'un bruit sourd qui réveilla toute la maison. Les enfants accoururent en pleurant. Colin aida son père à se relever, mais Evelyn remarqua immédiatement l'expression de Lorraine. Ce n'était pas de l'inquiétude qu'elle lisait sur son visage, mais une irritation froide, comme si l'accident avait été une nuisance de plus. Le lendemain, Lorraine fit venir un spécialiste chargé d'évaluer la maison pour l'adapter à des personnes âgées. L'homme se déplaçait avec une tablette, parlant de sécurité, de contrôle, de limitations nécessaires. Il proposait moins d'améliorer le confort que de restreindre les déplacements, d'installer des systèmes de surveillance nocturne. Les mots étaient techniques, déshumanisés, et Walter sentit une honte profonde l'envahir. Pour la première fois, il eut l'impression que son existence même posait problème. À partir de ce jour, la pression s'intensifia. Lorraine commença à consigner chaque erreur, chaque oubli. Une confusion sur les jours d'arrosage devint un signe alarmant. Une plaque laissée allumée quelques secondes se transforma, dans son récit, en danger imminent. Chaque incident était amplifié, répertorié, interprété comme la preuve d'un déclin inévitable. Colin, fatigué, hochait souvent la tête sans répondre, et ce silence faisait plus de dégâts que n'importe quelle parole. Les enfants furent progressivement éloignés. De nouvelles activités apparurent dans leur emploi du temps, occupant précisément les heures où ils passaient autrefois du temps avec leurs grands-parents. Même Baxter devint un sujet de reproche. On parlait de poils, d'odeurs, de meubles coûteux, alors que le vieux chien restait couché la plupart du temps, observant Evelyn avec des yeux pleins d'une incompréhension silencieuse. Dans cette maison pourtant vaste, Evelyn et Walter se sentaient de plus en plus à l'étroit. Ils n'étaient plus simplement des invités, mais une charge, une anomalie à corriger. Chaque jour les rapprochait d'une certitude inquiétante, sans qu'ils sachent encore jusqu'où Lorraine était prête à aller pour reprendre le contrôle de son espace et de sa vie. Les jours qui suivirent à l'accident nocturne de Walter s'écoulèrent dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Rien n'était dit ouvertement, mais tout semblait peser davantage. Evelyn sentait que chaque geste était observé, évalué, interprété. Elle marchait plus lentement, parlait moins fort, s'efforçait d'être irréprochable, comme si la moindre faute pouvait servir de preuve contre eux. Walter, de son côté, évitait désormais le couloir la nuit, retenant parfois son souffle jusqu'à l'aube plutôt que de risquer une nouvelle chute. Il n'aurait jamais imaginé en arriver là, dans la maison de son propre fils, à redouter des gestes aussi simples. Un après-midi de début d'été, alors qu'Evelyn traversait la cuisine pour aller chercher un verre d'eau, elle surprit une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Lorraine parlait à voix basse, mais son ton était tranchant, dépourvu de toute chaleur. Elle disait que la situation ne pouvait pas durer, que cette cohabitation temporaire s'éternisait, que les enfants avaient besoin d'espace et de normalité. Colin tentait de répondre,
sa voix fatiguée, rappelant que ses parents avaient vendu leur maison pour les aider, qu'ils n'avaient nulle part où aller. Lorraine coupa court. Elle parla d'établissements spécialisés, de solutions adaptées, de programmes existants. Les mots semblaient raisonnables, presque bienveillants, mais Evelyne perçut autre chose derrière cette façade. Ce n'était pas une inquiétude sincère, c'était une stratégie. Elle s'éloigna sans bruit, le cœur battant. Ce qu'elle avait entendu n'était pas encore une menace explicite, mais une direction claire. Elle comprit que leur présence était désormais considérée comme un problème à résoudre et non comme une responsabilité à assumer. Cette nuit-là, elle dormit mal, hantée par des pensées qu'elle n'osait partager. Quelques jours plus tard, le véritable basculement eut lieu. Evelyne se réveilla au milieu de la nuit, alertée par des voix provenant du rez-de-chaussée. La maison était plongée dans l'obscurité, seulement éclairée par la lueur diffuse des lampadaires extérieurs. Elle posa doucement la main sur le bras de Walter pour le réveiller, et tous deux restèrent immobiles, écoutant. Lorraine parlait encore, cette fois avec une précision glaciale. Elle évoquait des coups, des médecins prêts à confirmer une dépression liée à l'accident, des troubles de la mémoire. Elle parlait d'un avocat, d'une procédure accélérée, du mot qu'Evelyne redoutait sans l'avoir jamais vraiment envisagé auparavant. L'incapacité. Walter sentit une vague de honte et de colère l'envahir. Ce n'était plus seulement une question de confort ou d'espace. On parlait de décider à leur place, de contrôler leurs déplacements, leurs finances, leur avenir. Lorraine expliquait calmement que, une fois la tutelle établie, la gestion des pensions et des économies serait plus simple, plus efficace. Colin intervenait parfois, posant des questions, exprimant un doute, mais il ne s'opposait pas réellement. Chaque objection était balayée par des arguments pratiques, par la nécessité de penser aux enfants, à la stabilité familiale, à la fatigue accumulée. Dans le noir, Evelyne et Walter se tinrent la main, conscients que quelque chose venait de se briser définitivement. Ils comprirent que rester signifiait accepter de perdre leur autonomie, leur dignité, peut-être même leur identité. Il ne s'agissait plus d'un confort ou d'humiliation silencieuse, mais d'un danger réel, imminent. Et ce danger portait le visage d'une belle fille qui parlait de leur avenir comme on parle d'un dossier administratif. Ils n'eurent pas besoin de longues discussions. La décision s'imposa avec une clarté presque douloureuse. Ils ne pouvaient pas se permettre un affrontement. Toute tentative de dialogue offrirait à Lorraine le temps et les preuves nécessaires pour renforcer son plan. Ils devaient partir, disparaître avant que la machine ne se mette complètement en marche. Les jours suivants, ils menèrent une existence double. Le jour, ils conservaient leurs habitudes, souriaient aux enfants, répondaient brièvement aux questions de Colin, faisaient semblant de ne rien soupçonner. La nuit, ils préparaient leur fuite avec une précision silencieuse. Walter se rappela d'un petit compte séparé, alimenté par les modestes revenus de son bénévolat à la bibliothèque. Lorraine n'en savait rien. Evelyne, de son côté, contacta un ancien ami joaillier et vendit discrètement quelques bijoux hérités de sa mère. Les sommes étaient peu modestes, mais suffisantes pour leur offrir un court répit. Ils rassemblèrent de leurs documents, firent des copies, classèrent leurs ordonnances et comptèrent soigneusement leurs médicaments. Ils choisirent 2 petites valises, conscientes que trop de bagages attireraient l'attention. Les objets qu'ils décidèrent d'emporter furent sélectionnés avec soin. La photographie de Miles, quelques dessins envoyés par Anna des années plus tôt, une clé USB contenant des souvenirs familiaux. Tout le reste devait être laissé derrière eux. Le plus difficile fut de penser aux enfants. Ils étaient trop jeunes pour comprendre la vérité, et la vérité était trop cruelle pour être expliquée. Evelyne passa une soirée à préparer les biscuits préférés de Nora, les plaçant dans une boîte décorée qu'elle laissa près de son lit. Walter sculpta une petite figurine en bois pour Ethan, une oiseau aux ailes maladroites, qu'il posa sur le rebord de la fenêtre. Ils écrivirent des lettres simples, pleines d'amour, sans reproche, promettant que leur affection ne disparaîtrait jamais. Ils partirent une nuit sans lune. La maison dormait. Baxter les suivit, silencieux, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Walter laissa la clé sur la table de la cuisine, un geste symbolique, une manière de dire qu'ils ne prenaient rien qui ne leur appartenait pas. Ils marchèrent plusieurs pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, leurs valises serrées contre eux, le cœur battant à chaque bruit. Dans le bus, le conducteur remarqua le chien et fronça les sourcils. Walter expliqua calmement que Baxter était un soutien nécessaire depuis son accident. L'homme hésita, puis haussa les épaules et les laissa monter.
Ce petit geste de tolérance leur parut presque miraculeux. Ils descendirent à la gare routière, sous la lumière crue des néons, entourés de visages fatigués et d'histoires brisées. En comptant leur argent, Evelyn comprit qu'ils n'avaient que 2 semaines, peut-être moins, pour trouver une solution durable. Une femme qui nettoyait le sol les observa un moment avant de s'approcher. Sans poser de questions, elle leur indiqua une petite brasserie ouverte toute la nuit, à quelques rues de là, où ils pourraient se reposer. Ce fut là, autour d'un café tiède et d'une chaleur bienvenue, qu'ils reprirent leur souffle. Lorsque Walter se sentit étourdi, Evelyn sortit ses médicaments, réalisant à quel point ils étaient vulnérables, sans foyer ni médecin. À l'aube, un homme s'approcha de leur table. Grand, aux cheveux gris, il portait sur lui une assurance discrète, marquée par des années de discipline. Il s'appelait Ray Monroe. La serveuse lui avait parlé d'eux. Il proposa de les conduire dans une petite ville à quelques heures de route, un endroit plus calme, où la vie coûtait moins cher. Walter hésita, mais Evelyn sentit qu'ils n'avaient plus le choix. Ils acceptèrent, sans savoir que ce trajet serait le premier pas vers une vie entièrement différente. La route s'étirait devant eux comme un fil ténu, reliant ce qu'ils venaient de quitter à ce qu'ils n'osaient pas encore imaginer. Ray Monroe conduisait sans hâte, les mains posées avec assurance sur le volant, laissant le silence s'installer entre eux sans le rendre pesant. Walter observait le paysage qui défilait, des champs puis des collines, tandis qu'Evelyn, assise à côté de lui, sentait peu à peu la tension quitter ses épaules. Elle savait que cet homme leur était encore étranger, mais elle percevait en lui une retenue honnête, une manière d'être qui ne cherchait ni à s'imposer, ni à promettre l'impossible. Lorsqu'il parla enfin, ce fut pour raconter sa propre vie, par fragments, comme s'il déposait des pierres sur un chemin qu'il pouvait suivre ou non. Ray était veuf depuis plusieurs années. Il n'avait pas d'enfant, et sa mère vieillissante commençait à confondre les jours et les visages. Il avoua qu'il avait récemment envisagé de la placer dans un établissement spécialisé, persuadé que c'était la solution la plus raisonnable. Puis il s'était ravisé, troublé par la perspective de la voir perdre ce qui lui restait d'autonomie. L'histoire d'Evelyn et Walter avait ravivé en lui une peur qu'il n'avait jamais formulée, celle de choisir la facilité au détriment de l'humanité. En les conduisant vers cette petite ville appelée Bridge Hollow, il avait pris une décision qu'il n'aurait sans doute pas osé prendre seul. Bridge Hollow les accueillit sans éclat. Une rue principale bordée de bâtiments en briques, quelques enseignes modestes, une bibliothèque municipale et une petite place avec un kiosque au centre. Ce n'était pas un lieu qui promettait des miracles, mais Evelyn y ressentit immédiatement quelque chose de différent. Ici, les gens semblaient se connaître, se reconnaître. La ville portait les marques du déclin, mais aussi celles d'une communauté qui n'avait pas encore renoncé à elle-même. Ray les installa dans un motel simple mais propre, les aida à monter leurs valises et leur laissa son numéro, leur disant simplement qu'il habitait non loin et qu'ils pouvaient l'appeler s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Le lendemain, alors qu'ils tentaient de mettre de l'ordre dans leurs pensées, ils entrèrent dans une petite brasserie qui semblait être le cœur battant de la ville. La propriétaire, June Parker, les observa attentivement dès qu'ils franchirent la porte. Elle avait dépassé la soixantaine, des yeux clairs et une façon de regarder les gens comme si elle les voyait vraiment. Ray lui avait parlé d'eux, mais elle ne posa aucune question intrusive. Elle leur offrit du café et, après quelques échanges simples, leur proposa quelque chose d'inattendu. Son boulanger venait de partir, et l'homme chargé de l'entretien du bâtiment ne pouvait plus travailler. Si Evelyn savait faire du pain et des pâtisseries, si Walter pouvait s'occuper des réparations, elle avait un petit appartement vacant au-dessus de la brasserie. Rien de luxueux, mais honnête. En échange d'un loyer réduit et de quelques heures de travail, ils auraient un toit et une raison de se lever chaque matin. Ils demandèrent 1 mois d'essai. Ce délai leur semblait nécessaire, comme une manière de se protéger après avoir tant donné sans garantie. Ce mois devint un tournant. Evelyn retrouva le plaisir de travailler avec ses mains, de voir les visages s'illuminer devant un pain chaud ou une tarte encore tiède. Walter se remit à réparer, à renforcer, à ajuster. Chaque clou qu'il enfonçait était une affirmation silencieuse de sa valeur. Ici, personne ne le considérait comme un danger potentiel. On le remerciait, on lui faisait confiance. Peu à peu, ils s'intégrèrent à la vie de Bridge Hollow. Walter rejoignit un petit groupe de passionnés de restauration de meubles, partageant son savoir avec un plaisir qu'il croyait perdu.
Evelyn participa à un programme de lecture pour les enfants après l'école, devenant rapidement grand-mère Ève pour ceux qui cherchaient une présence douce et attentive. Baxter, leur fidèle compagnon, trouva lui aussi sa place, allongé près du comptoir de la brasserie, acceptant les caresses de ceux qui s'arrêtaient un instant pour rompre leur solitude. Les mois passèrent, apportant avec eux une stabilité nouvelle. Ils réussirent à mettre un peu d'argent de côté, à transférer leurs ordonnances dans une pharmacie locale, à trouver un médecin qui les regardait comme des personnes et non comme des dossiers. Walter cessa de s'excuser d'exister. Evelyn recommença à parler à voix pleine, sans craindre d'être entendue. Puis l'hiver arriva, et avec lui un visiteur inattendu. Un jour de neige, la porte de la brasserie s'ouvrit sur Colin. Il semblait plus vieux, plus fatigué, comme si le poids de ses choix s'était enfin inscrit sur son visage. Evelyn et Walter ne se précipitèrent pas vers lui. Ils l'invitèrent simplement à s'asseoir. Autour d'un café et de l'odeur du pain, Colin parla. Il raconta la colère de Lorraine après leur disparition, les larmes des enfants, les dossiers qu'il avait découverts, les plans soigneusement élaborés pour contrôler la vie de ses parents. Il avoua sa lâcheté, son silence, et la décision qu'il avait finalement prise de se séparer de Lorraine pour protéger ses enfants et réparer ce qui pouvait encore l'être. Il leur apporta des boîtes contenant des objets qu'il avait sauvés, des albums photos, quelques outils de Walter, le carnet de recettes d'Evelyn. Puis il revint avec Nora et Ethan. Les enfants se jetèrent dans les bras de leurs grands-parents et Baxter se leva pour les accueillir, comme s'il avait attendu ce moment pendant des mois. June ferma la brasserie plus tôt ce soir-là, laissant la famille se retrouver, tandis que Ray passait brièvement, apportant avec lui une présence discrète mais essentielle. Cette nuit-là, dans leur petit appartement au-dessus de la brasserie, Evelyn regarda la place illuminée par la neige. Ils n'avaient pas récupéré leur ancienne maison, ni effacé les blessures du passé. Mais ils avaient construit autre chose, à partir de respect, de travail et de choix courageux. Walter se tint près de la fenêtre, et lorsqu'il se tourna vers elle, Evelyn comprit que leur fuite n'avait jamais été un abandon. C'était un retour à eux-mêmes, et l'ouverture d'une nouvelle étape de leur vie, où la vieillesse n'était plus synonyme de renoncement, mais de dignité retrouvée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. De nombreux récits puissants, des rebondissements inattendus et des histoires marquantes vous attendent. Partagez cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait être importante et écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez. Nous lisons vraiment chaque message avec intérêt.